Bonjour, bienvenue dans Géopolitis au lendemain du sommet qui a réuni à Genève le président russe Vladimir Poutine et le président des États-Unis Joe Biden. Au sommaire, débriefing de ce duel au sommet, les points de vue d'une journaliste russe et d'un collègue américain. Les cyberattaques attribuées à la Russie contre des entreprises ou des agences gouvernementales des États-Unis, c'est la guerre de l'ombre qui empoisonne les relations Moscou-Washington. Un portrait croisé, Sergei Lavrov, vieux renard de la diplomatie russe, et Antony Blinken, patron de la diplomatie américaine. Ils sont tous deux fans de foot et amateurs de guitare. Le plaisir enfin d'accueillir Yves Rossier, ancien ambassadeur de Suisse à Moscou. Nous essaierons avec lui de mieux comprendre Vladimir Poutine et sa vision de l'Occident. Joe Biden, pour son premier voyage à l'étranger, est arrivé avec de grandes ambitions, résumées dans ce tweet, renforcer, renouveler les engagements de l'Amérique envers ses alliés et démontrer que les démocraties peuvent relever les défis de cette nouvelle ère. On pourrait même ajouter, faire barrage à l'hégémonie de la Chine, la nouvelle administration américaine étant persuadée que la confrontation entre démocratie et régimes autoritaires constitue l'enjeu majeur de ce XXIe siècle. En quelques jours, Joe Biden aura rencontré les dirigeants du G7 en Grande-Bretagne, auxquels ont été conviés aussi les dirigeants de la Corée du Sud, de l'Australie et de l'Afrique du Sud, et puis en aparté, le Premier ministre Boris Johnson, Sa Majesté, la Reine d'Angleterre et le président turc Erdogan, et puis à Bruxelles, les dirigeants européens et de l'Alliance Atlantique. Et bouquet final, le sommet de Genève avec Vladimir Poutine, que Joe Biden avait qualifié il y a tout juste 2 mois de tueur. Ils se sont beaucoup parlé. Joe Biden et Vladimir Poutine sont restés 2h38 exactement en tête-à-tête. Ils ont même échangé quelques amabilités. Au final, pas de renversement majeur, mais ce sommet de Genève, après des années d'une relation calamiteuse, aura au moins permis de briser la glace entre Moscou et Washington. Joe Biden, à peine installé à la Maison-Blanche, avait d'ailleurs envoyé un message très clair à l'intention du président Poutine. J'ai clairement dit au président Poutine, d'une façon très différente de mon prédécesseur, que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie, face à l'ingérence dans nos élections, les piratages informatiques, l'empoisonnement de nos citoyens, est révolu. Ce à quoi Vladimir Poutine avait indirectement répondu dans son discours à la nation, martelant que toute ingérence étrangère engendrerait des représailles immédiates. J'espère que personne ne pensera à franchir la ligne rouge avec la Russie. Et nous déterminerons nous-mêmes, dans chaque circonstance particulière, où sera cette ligne. Entre Moscou et Washington, les tensions se sont accumulées sur l'Ukraine et l'annexion de la Crimée, la Biélorussie et son président dictateur, la Syrie de Bachar el-Assad sur la Libye et ailleurs en Afrique, ou encore le Venezuela. Les visions et les intérêts sont inconciliables, voire diamétralement opposés. Les ingérences russes dans les élections américaines de 2016, puis encore en 2020, les cyberattaques sur des sociétés ou des agences gouvernementales américaines attribuées aux services de renseignement russes, l'empoisonnement et la condamnation de l'opposant Alexei Navalny et la répression d'autres opposants réduits au silence, tout cela a encore dégradé la relation. Vladimir Poutine, lui aussi, a accumulé quelques vieilles rancœurs. Ingérence occidentale dans la question ukrainienne, soutien aux adversaires du pouvoir russe, déploiement des forces de l'Alliance Atlantique à quelques centaines de kilomètres de Saint-Pétersbourg, chute du colonel Mouammar Kadhafi en Libye, précipitée par l'intervention des forces occidentales. Et Poutine n'avait guère apprécié quand Obama avait ravalé la Russie au rang d'une puissance régionale. La Russie est une puissance régionale qui met en difficulté certains de ses voisins, non pas en raison de sa force, mais de sa faiblesse. Avec le sommet de Genève, le maître de Moscou aura retrouvé un rang qui lui convient, celui d'une grande puissance qui compte, comme au temps de l'Union soviétique. Il y a 35 ans à Genève, Reagan et Gorbatchev s'étaient parlé d'égal à égal pour amorcer une diminution de leurs armements nucléaires. Sur cette question-là, Joe Biden et Vladimir Poutine ont convenu de poursuivre leurs efforts communs.
Bonjour Elisaveta, bienvenue à vous sur le plateau de Géopolitique. Vous êtes la correspondante ici à Genève de l'agence russe RIA Novosti. Bienvenue à vous, Jami, correspondant ici à Genève de l'Associated Press. Elisaveta, un sommet réussi selon Moscou? Oui, à mon avis, en fait, c'est une réussite. Le résultat que nous avons reçu, nous avons vu hier, que nous avons vu mercredi, c'était un succès pour les deux pays. À mon avis, c'était la position gagnant-gagnant pour les deux pays, dans le sens que les deux présidents ont dit à chacun, ont parlé de son propre position sur les sujets qui sont importants pour eux. Et voilà, donc je pense que c'est des réussites. Réussi aussi à Washington? Réussite, il faut commencer. La réussite, on ne va pas savoir tout de suite. Enfin, il va prendre un certain temps. Le président Biden avait été très clair. Il a dit dans les 3 à 6 mois à venir, on va voir si ça porte ses fruits. Donc, on va voir. Ça, c'était plutôt l'idée. Mais les attentes, en venant dans cette réunion, étaient plutôt réduites. C'est-à-dire qu'on a des deux côtés essayé de minimiser les anticipations de ce qui allait se produire. Sur le plan concret, qu'est-ce qui a été réussi? 3 choses très rapidement. Il y avait des retours des ambassadeurs qui vont maintenant retourner dans les deux capitaux. Ça, c'est concret, immédiat. Voilà. Il y a aussi des pourparlers sur le cyber et des pourparlers sur la Strategic Stability Dialogue qui va être renoué. Donc, il y a 3 choses qui vont... Donc, on va voir... Au-delà de ça, le concret, c'est modeste comme pas en avant, mais c'était surtout le ton et la relation personnelle qui a été créée dans cette... Qu'est-ce que Joe Biden venait chercher? Il voulait savoir ce qu'il y a les yeux dans les yeux, ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, c'est ça? Écoutez, je pense... il y avait un certain désir de prendre la mesure de l'homme en face, et de créer un dialogue. Joe Biden, depuis très longtemps, a été quelqu'un qui vit par la politique, vit par la relation personnelle. C'est un pro, on peut dire ça, puisque au fil de 40 ans, c'est un homme politique. Oui, mais Vladimir Poutine aussi est un pro. Voilà, c'est vrai. La Russie. C'est deux professionnels. Mais qui porte ses avantages et ses défauts. On peut aussi dire que le président Trump a apporté ses propres avantages aussi dans la négociation. Voilà. Est-ce que le principal succès, ou un des principaux succès pour Vladimir Poutine, ce n'est pas que la Russie ait retrouvé sa place centrale, soit considérée comme une grande puissance et retrouvé sa place centrale dans le système des relations internationales? Alors, la Russie a resté la puissance importante dans le monde entier. Mais pas forcément aux yeux des Américains. Oui, on a entendu Obama pas forcément aux États-Unis. Mais maintenant, je pense que après ce sommet, après leur rencontre, on peut voir maintenant que Biden a accepté le nouveau sujet, la position de la Russie comme puissance égale. À mon avis, c'était un dialogue entre les deux parties dans le sens égal de pouvoir. Donc ça, c'était... Sur ce point-là, c'était assez intéressant. Il y a 2 phrases un peu clés qu'on a entendues et avant le sommet et juste au début. C'est qu'avant, M. Biden avait expliqué qu'il trouvait que il montre un certain respect pour M. Poutine en disant c'est un adversaire de mérite. Il avait dit ça en avant. Voilà. Et puis après... il a dit ça, mais 3 semaines auparavant, il avait qualifié M. Poutine de tueur. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, puisqu'il y a quand même cette gamme de perspectives qu'il porte. Et donc, il y a un certain flou dans la façon de présenter M. Poutine, par M. Biden. Mais l'autre chose que j'allais dire juste aussi, c'est que lors de la photo op, juste au début, il avait aussi dit 2 grandes puissances, des 2 pays. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que je pense qui va résonner, non simplement au Kremlin, mais en Russie en général. On a parlé beaucoup de lignes rouges avant et pendant ce sommet. Vladimir Poutine aussi, pendant son discours à la nation, a insisté sur les lignes rouges. Dites-moi, Elisaveta, mais rapidement, quelles sont ces lignes rouges pour le pouvoir à Moscou? Je pense, dans le sens, si on parle de la politique étrangère, la ligne rouge importante pour la Russie, pour le moment, c'est l'adhésion de l'Ukraine
à NATO, Ouais, donc à l'OTAN, pardon. Ouais, donc ça, c'est important pour la Russie. C'est clair. Et pour les autres choses, je pense que l'arrivée de M. Poutine à Genève a montré tout le monde que la Russie a toujours été prête pour le dialogue avec, dans l'égalité avec les partenaires. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup des lignes rouges pour Moscou s'il y a un dialogue égal, si on peut discuter ces lignes. Et parmi toutes ces questions et ces lignes rouges, il y a la question de la cyber-war, ces cyberguerres, ces attaques informatiques qui ont ciblé des agences américaines, d'État d'ailleurs, ou des sociétés privées, attribuées à la Russie. Alors je vous propose qu'on suive ce sujet. Dan Delette, Valérian Renfer et Thibio Cacholi. On poursuit cette discussion juste après. « 8 novembre 2016, Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine. Favorite dans les sondages, Hillary Clinton est battue. Pour les services secrets américains, la Russie de Vladimir Poutine a cherché à influencer cette élection. Comment ? À travers des messages de propagande diffusés sur les réseaux sociaux afin de creuser les divisions au sein de l'opinion publique américaine et de faire perdre Hillary Clinton. C'est à partir de ce bâtiment à Saint-Pétersbourg que 126 millions d'Américains auraient été ciblés entre 2015 et 2017, soit la moitié de l'électorat américain. Moscou nie toute implication. La cyberguerre est désormais un nouveau théâtre d'affrontement entre puissants. On y joue masqué et tous les coups sont permis. En décembre 2020, les États-Unis seront victimes de la plus grande cyberattaque de ce début du XXIe siècle. Des logiciels malveillants sont introduits au cœur du système de SolarWinds à des fins de cyberespionnage. Des milliers de données sont exfiltrées. Pour Joe Biden, les Russes sont à la manœuvre. Cette attaque constitue un risque grave pour notre sécurité nationale. Elle a été planifiée et orchestrée avec soin. Dans le viseur des hackers russes, le gouvernement américain et ses agences fédérales comme le Trésor, la cybersécurité, la santé, la sécurité intérieure, le nucléaire ou l'énergie. 18 000 entreprises privées sont aussi touchées, parmi lesquelles des géants comme Cisco ou Microsoft. Moscou nie là aussi toute implication. Le 13 mai 2021, la cybercriminalité fait une nouvelle victime. Colonial Pipeline, l'un des plus grands oléoducs américains, est piraté, paralysé. Les stations d'essence sont prises d'assaut. Nous avons de bonnes raisons de croire que les criminels responsables de ces attaques vivent en Russie. Face à l'urgence, l'opérateur américain a payé une rançon de 4,4 millions de dollars, soulignant la vulnérabilité de l'infrastructure critique des États-Unis. La cybercriminalité s'est donc imposée avec force dans l'agenda du président américain. Pour Joe Biden, il est essentiel de voir avec Vladimir Poutine comment arrêter ces attaques, quitte à adopter une ligne plus dure vis-à-vis de Moscou. Jamie, alors là, dans le domaine des cyberattaques, là, Joe Biden est venu à Genève en posant des lignes rouges. Ouais. C'est clair qu'il est venu avec une liste de 16 secteurs qui sont considérés critiques aux États-Unis. Il avait mis ça sur la table pour montrer à Poutine ne touchez pas. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant. Dans le petit morceau qu'on vient de voir, que tous les coups sont permis. Vraiment, c'était exactement le message que Biden voulait envoyer à Poutine. Tous les coups ne sont pas permis. Mais au fond, à quoi s'est engagé Vladimir Poutine mercredi à Genève sur cette question des cyberattaques? Le pouvoir russe nie être responsable de ces cyberattaques, toujours. Mais est-ce qu'il s'est engagé à quelque chose, au fond En fait, c'est aussi une question très importante pour la Russie, les cybercriminalités, les cyberwars. Donc, à mon avis, la décision finale de ce sommet, les deux parties ont décidé de continuer, de commencer le dialogue sur ce sujet, c'est très important, pas seulement pour la Russie et les États-Unis, mais pas pour tout le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu des sommets Union soviétique, États-Unis, Russie, Union soviétique, où
souvent, la question des arsenaux nucléaires, le contrôle des armements nucléaires était au centre. Et puis là, aujourd'hui, maintenant, c'est la cyber-conflictualité qui est au centre. Hein. C'est une nouvelle époque. Mais c'est une nouvelle époque et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à tracer et c'est difficile à savoir d'où ça vient. Enfin, je pense que M. Poutine a été très clair et qu'il n'a pas pris de responsabilité pour ces accusations de cyberattaques proférées par les Américains contre les intérêts russes ou les hackers russes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va pas avoir une clarté comme on avait avant avec les missiles qui sont physiquement présents pour les compter. Ah oui, là, c'est la guerre de l'ombre. C'est de l'ombre, c'est flou, c'est dans le cloud, etc. Et que ça va être beaucoup plus difficile. Et on a vu qu'il y a très peu souvent, en fait, précisés dans la presse, les actes qui sont pointés du doigt par telle ou telle personne. La preuve, les évidences restent un peu... Exactement, c'est vraiment très difficile parce que pour le moment, toutes les accusations de la part des États-Unis sont que le mot. Parce qu'il n'y a pas de preuves, de vraies preuves que ce sont les Russes qui viennent de Russie vraiment, qui ont attaqué les États-Unis. Alors c'est vraiment difficile de prouver les trucs comme ça. Donc c'est pourquoi c'est important pour les deux pays de travailler ensemble. À mon avis, c'est un démarrage vraiment positif. Ce sera déjà ma dernière question, rapidement. On a lu parfois que c'était deux présidents un peu affaiblis qui arrivaient à Genève. Joe Biden, président d'une Amérique divisée, on se souvient des événements du Capitole, après Trump, etc. Vladimir Poutine, moins populaire. Il y a eu aussi quand même un fort mouvement de contestation, les manifestations de soutien à Navalny en janvier-février. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ces deux présidents qui sont un peu affaiblis et qui peut-être se renforcent, trouvent une nouvelle force dans ce sommet? Je pense que oui, ils ont montré par ce sommet, ils ont montré qu'ils sont encore à pouvoir de changer des choses. Donc ça, c'est aussi un signe important. Affaibli, c'est un mot fort. Enfin, c'est trop fort. D'accord. Mais qu'ils ne sont pas en position de force comme l'a pu être Reagan à l'époque ou comme l'a pu être... Mais à l'époque a changé, hein, vraiment. À l'époque a changé, Je trouve évidemment, sur le plan intérieur, M. Biden a un certain nombre de priorités qu'il veut essayer. Enfin, c'est le début de son mandat. Il est sur un grand débat au Congrès maintenant sur l'infrastructure. Il a besoin d'amener les républicains s'il peut. Il peine à le faire. Il y a évidemment la suite de ce qui s'est passé en début de janvier au Capitole, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, c'est quand même dans sa carrière, s'il y a un domaine où il a plus ou moins fait sa renommée en quelque chose, c'était dans les affaires étrangères, Biden. Et donc ça, c'est un peu une place qui peut essayer de retrouver un peu son point de force et peut-être il peut projeter quelque chose pour le peuple américain. Mais je pense qu'ils ont aussi montré l'exemplaire pour tout le monde par ce sommet que le monde a changé, l'histoire a changé. Donc, ce n'est pas seulement maintenant le monde des années 80, ce n'est pas seulement le monde de deux pouvoirs, c'est le monde de la coopération. C'est le monde multilatéral, donc il faut coopérer et pas trouver des erreurs et des défauts dans la politique des deux pays. Merci Elisabetta Isakova, correspondante de l'agence RIA Novosti à Genève. Merci à vous, Jamie Keaton, représentant de la Société de presse à Genève. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, et puis si tous les projecteurs étaient braqués mercredi à Genève sur les deux présidents, il ne faudrait pas oublier non plus les deux figures qui incarnent les deux diplomaties, russe et américaine, Sergei Lavrov et Antony Blinken. Deux visions du monde, deux styles évidemment très différents, mais au-delà de ces différences, Mélanie Ohayon s'est amusée à chercher quelques similitudes. Une première poignée de main, ou presque, en Islande pour le sommet de l'Arctique. Antony Blinken et Sergei Lavrov, les deux champions de la diplomatie russe et américaine. Deux styles, deux visions du monde, on dirait que tout les oppose et pourtant les deux ministres partagent bien plus que l'amour de leur pays.
Sergueï Viktorovitch Lavrov, 71 ans, né à Moscou d'une mère géorgienne et d'un père arménien. Marié, une fille, il parle 5 langues, dont le singalais et le maldivien, et un peu le français. 50 ans d'expérience au sein de la diplomatie soviétique d'abord, puis russe, il en est le patron depuis 17 ans. Il a vu défiler 7 secrétaires d'État américains, le 7e étant Antony Blinken. Antony John Blinken, 59 ans, issu d'une famille juive new-yorkaise. Marié, 2 enfants, sa femme est l'actuelle secrétaire du cabinet de la Maison-Blanche. Il parle un français impeccable qu'il a appris à Paris où il a fait ses études secondaires. Après ce sera Harvard et la diplomatie de haut vol. D'abord comme conseiller de Bill Clinton, secrétaire d'État adjoint sous Obama, il était dans la salle de crise lors de l'élimination de Ben Laden. Il travaille depuis 20 ans avec Joe Biden, avec lequel il partage cette vision de l'Amérique leader du monde libre depuis longtemps. Avec cette force et avec cette puissance vient une responsabilité. Sergueï Lavrov, c'était le monsieur Niet des Nations Unies. Durant 10 ans à New York, Lavrov a mis son veto à la plupart des résolutions occidentales, notamment sur les interventions en Syrie. Niet aussi à l'interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments, décrétée par Kofi Annan. Lavrov, frondeur et redoutable négociateur, autant craint que respecté, est connu pour ses remarques cinglantes autant que pour son côté blagueur et charmeur. Sergueï, c'est votre réputation qui m'inquiète. Grand amateur de whisky plutôt que de vodka, fan de football et du Spartak de Moscou, derrière cette mine sévère en privé, il devient poète et guitariste. Antony Blinken est aussi un fan de football, lui aussi guitariste et chanteur. Il a même fondé son groupe de rock. Hey Blinken est disponible sur Spotify, dont ce titre. Que le magazine Rolling Stones décrit comme une très bonne impro de bar de plage. Bonjour Yves Rossier. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous avez été notre ambassadeur à Moscou, l'ambassadeur de Suisse en Fédération de Russie, depuis 2016 jusqu'au début de cette année. Vous avez eu l'occasion de croiser, échanger avec Lavrov durant ces 4 années, plusieurs fois à maintes reprises. Quelles impressions, on va commencer par une question people, quelle impression vous a-t-il fait ? Bon, c'est un grand professionnel, ça fait tellement longtemps qu'il exerce ce travail. Il a énormément de cordes à son arc, c'est un poète, il est capable d'improviser. Et, sauf le dernier discours que j'ai entendu, il avait cette capacité, même lorsqu'il était fâché, de laisser toujours une porte ouverte. Mais je dois mettre un bémol, parce que le dernier discours que j'ai entendu de M. Lavrov, c'était en novembre de l'année dernière, m'avait surpris, parce que là, j'avais l'impression que toutes les portes étaient fermées. C'est pour ça que je me réjouis de ce sommet, je crois qu'elles ont été un peu réouvertes. Alors, parlons-en de ce sommet géopolitique. Il est intervenu, ce sommet, à un moment de relations calamiteuses entre Moscou et Washington. On dit même, certains commentateurs disaient, les pires relations depuis l'époque, même des années 60, certains commentateurs disent. Donc c'est important, en ce sens-là, ce sommet. Je crois que c'est très important. Encore une fois, il faut bien distinguer les attentes des uns et des autres. Il y a un point qui paraît très important pour les Russes, c'est le respect. Ouais. Souvenez-vous, ce pays a eu un XXe siècle épouvantable, un long traumatisme, et puis le dernier traumatisme, c'est les années 90, lorsque le système soviétique s'est effondré, totalement. Un échec économique, social, écologique, etc. Et c'est l'époque où la Russie tend la main à l'Ouest. La Russie veut rentrer dans l'OTAN, ça paraît ahurissant aujourd'hui, la Russie veut rentrer dans l'Union européenne, et ces offres ont été ignorées. Je pense que ça a viré après l'affaire ukrainienne, où les Russes ont estimé, vous vous occupez de l'Ukraine et vous ne nous parlez même pas. Ouais. Donc c'est ce respect. Et puis, ce que j'entendais souvent des Russes, c'était quand vous tend la main, vous nous ignorez, vous nous méprisez. Et puis quand on tape du poing sur la table, alors là, vous commencez à nous respecter. Et je pense que cette rencontre, là, elle permet de rétablir ce respect qui pourra permettre plus de prévisibilité et de stabilité entre les deux pays concernés. C'est ce que Vladimir Poutine venait chercher à Genève, c'est ça, cette prévisibilité du respect. Mais connaissant de ma perception de la Russie, oui, certainement. Stabilité, prévisibilité et surtout du respect. Et puis, en toile de fond de ce sommet, devant la bibliothèque de la villa du Parc Lagrange, il y avait un éléphant quand même, c'est la Chine. C'est cette confrontation entre la Chine et les États-Unis.
Oui, la différence avec la guerre froide, c'était l'avance technologique. L'Ouest, les États-Unis et le reste de l'Ouest avaient toujours une énorme avance technologique. Même dans l'espace, la course à l'espace, dès que les Américains ont mis le turbo, eh bien, ils étaient sur la Lune en quelques années. La Chine n'a pas ce retard technologique. Et puis, la Chine souhaite réécrire la mondialisation dont elle estime, à tort ou à raison, que les règles ont été déterminées sans elle. Les Russes sont beaucoup plus traditionnels, ils sont très légalistes dans leur approche du droit international. Et je pense que l'avenir pour les 10 prochaines années, c'est où va se trouver l'Europe. Et quand je parle de l'Europe, je parle de la Russie, parce que la Russie est un pays européen. Est-ce qu'elle va se retrouver divisée entre les deux grands ? Je pense que pour les États-Unis, le souci, c'est de ne pas repousser totalement les Russes dans les bras de la Chine, tout en laissant une porte ouverte. Et encore une fois, en filigrane, du côté des Russes, cette déception, cette attente que les Européens prennent leur destin en main et ne se comportent pas comme ils sont perçus à Moscou, comme des laquais des Américains. Si la confrontation entre les Chinois et les Américains devait se tendre, où voyez-vous la place de la Russie ? Alors, je dirais, où voyez-vous la place de l'Europe ? Parce que mettez l'Europe, je veux dire, d'abord on est européen, puis l'Europe aussi a des valeurs dont je souhaiterais personnellement qu'elles impriment aussi, la mondialisation, des valeurs et des intérêts. Et je pense que pour les 10 prochaines années, comment l'Europe va-t-elle se comporter et la relation entre la Russie et l'Europe pour faire ce contrepoids à cette bipolarité sino-américaine me paraît essentielle. Est-ce que ça va réussir ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Mais on est toujours surpris en histoire. Ce sera déjà ma dernière question, mais vous avez passé 4 ans en Russie. Quelle est la situation économique, sociale, politique de ce pays ? Parce qu'il faut rappeler quand même que la Russie, en termes de PIB, c'est le poids de l'Espagne à peu près. Alors, encore une fois, si on le regarde depuis l'Europe, les Russes ont des conditions de vie qui sont plutôt spartiates. Ouais, mais si vous êtes russe, si vous regardez le passé du XXe siècle, finalement, à l'époque, je veux dire, il y a une certaine liberté de mouvement, etc. Il y a un certain confort matériel limité. Je crois que le principal problème sont les énormes inégalités économiques. Et puis le problème démographique, qui partage aussi avec la Chine d'ailleurs, le problème démographique auquel se rajoute en Russie la fuite des cerveaux. La Russie perd chaque année 150 000 diplômés des universités qui quittent le pays, récupère évidemment des immigrants, mais surtout des pays d'Asie centrale, etc., qui vont travailler sur les chantiers. Donc la situation intérieure ne me paraît pas excellente. Et la verticalité du pouvoir, qui est une tradition russe, qui a toujours été depuis les tsars, très verticale, cette verticalité est aussi une source de fragilité. Alors si cette verticalité est rompue, alors ça peut avoir des conséquences terribles. Mais je dois vous dire qu'un historien russe me confiait, on parlait justement de ça, il m'a dit, mais écoutez, monsieur Rossier, ça ne peut pas durer. C'est pas possible que ça dure. Et il a rajouté, mais je vous avoue que ça fait 20 ans que je le dis. Voilà. On verra. Merci en tout cas, Yves Rossier. C'était un plaisir de vous recevoir ici sur Géopolitis comme dernier interlocuteur. Merci beaucoup. Mais tout le plaisir était pour moi. Et puis bonne retraite à vous, monsieur Bien. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, tout est dit pour cette dernière émission avant l'été. C'est aussi pour moi la toute dernière, après 140 Géopolitis et autant d'invités que je remercie. Tout cela a été possible aussi grâce à une équipe de rédaction et de production formidable, les équipes techniques sur le plateau en régie autour de Serge Pontinelli, nos monteurs, graphistes, maquilleuses, documentalistes, planificateurs qui m'ont accompagné durant ces 5 années. À vous toutes et tous, collègues et amis du fond du cœur, un grand merci, ainsi qu'à la rédaction en chef qui m'a accordé sa confiance. Et puis, le 5 septembre, vous retrouverez à cette même place Jean-Philippe Chalère qui prend le relais après la pause d'été. L'aventure continue. Vous serez donc toujours les bienvenus dans Géopolitis. Prenez soin de vous, à vous tous et toutes. Un très bel été.